Alors, j'ouvre juste mon PowerPoint. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante et simplement souhaiter la bienvenue à de nouveaux élus au sein de la commission, à commencer par notre collègue Ahmed Eni qui est en Algérie. Qui ai-je oublié de nouveau dans la commission? Non, Sabri était déjà précédent. Et Alexandre Barrière-Izard, voilà, c'est pour ça. Alexandre Barrière-Izard qui rejoint la commission des affaires sociales. Nous avons ensuite une autre slide qui va circuler rapidement. Ça sera plus pour un petit exercice de transparence avec les demandes d'audition qu'on a faites, celles qu'on a obtenues, etc. Nous avons ensuite aussi le suivi des résolutions. Là aussi, je vous laisserai regarder en détail. Nous avions présenté 4 résolutions la dernière fois. Nous avons obtenu 2 réponses circonstanciées, celle qui concernait directement l'administration consulaire et ensuite 2 autres résolution dont une a été transmise à l'Assemblée sur la fin de vie et la dernière résolution sur France Connect qui n'a pas obtenu directement de réponse, mais comme on en a parlé juste avant dans l'atelier avec France Titre, voilà. Le suivi aussi des questions écrites entre la session de mars et octobre, et on laissera les conseillers prendre directement connaissance des questions qui ont été posées. Et enfin, nous arrivons à l'ordre du jour de la 41e session avec 5 grands thèmes qui ont été développés durant cette semaine. Le premier sur lequel on va revenir assez longuement dans la présentation de ce compte-rendu, c'est celui des assises de la protection sociale des Français de l'étranger. Le deuxième point sur lequel on aurait aimé ou on eût aimé revenir longuement, c'est celui du budget 2025, mais faute de combattants, ou faute en tout cas de documents, ça a été un peu plus compliqué. Le troisième sujet, c'est l'audition que nous avons eue avec les conseillers des Français de l'étranger de plusieurs pays. Un point sur les retraites et notamment les liens qui se renforcent chaque session après chaque session avec l'Agirc-Arrco notamment. Et enfin, sur les violences intrafamiliales, nous aurons un rapport dessus. Et le dernier point sera sur une motion handicap qui concerne la Belgique, qui avait été renvoyée en commission la fois dernière. Et comme je suis un président tenace, j'ai tenu à faire en sorte que cette motion soit bien réexaminée par la commission pour qu'on puisse vous la présenter aujourd'hui. Je vous propose de passer rapidement sur les assises de la protection sociale des Français de l'étranger. C'est la slide juste après, encore 2 après peut-être. Voilà, merci beaucoup. Comme vous l'avez tous vu, la ministre Sophie Primas a confirmé lundi dernier qu'elle était favorable à l'organisation de ces assises. C'est revenu d'ailleurs plusieurs fois dans les questions qui ont été posées. Et donc nous avons travaillé cette semaine avec le groupe de travail sur les assises pour pouvoir essayer d'en définir le cadre, tout en rappelant d'abord en préambule que l'Assemblée des Français de l'étranger propose un certain nombre d'éléments. Le gouvernement dispose de ces éléments et donc ça sera le rôle de la ministre et de son équipe de définir précisément les thèmes de consultation qu'elle souhaite donner sur ces assises. Ces assises, elles sont là pour faire une évaluation des politiques de l'action sociale en direction des Français de l'étranger, pour mieux prendre en compte les besoins de protection sociale des Français de l'étranger, mais aussi, il faut vraiment inscrire ces assises dans une dimension prospective. Il y a bien évidemment l'immédiateté, et on sait que l'immédiateté, puisque la ministre l'a clairement indiqué, c'est à la fois un périmètre ministériel qui est ce qu'il est pour les Français de l'étranger, et c'est de travailler à budget constant. Donc ça, c'est le très court terme. Et ensuite, il y a le moyen et le long terme. Et c'est aussi dans cela que ces assises veulent s'inscrire, notamment pour faire un peu de prospective et probablement travailler de maintenant jusqu'à l'horizon 2050. Des assises de la protection sociale qui concernent bien évidemment l'ensemble des Français de l'étranger, leurs représentants, les administrations et les associations qui les représentent. Les objectifs pour ces assises, c'est évidemment d'avoir à la fois de recueillir l'avis de nos compatriotes, de définir des contours de la protection sociale par une protection adaptée au cycle de vie. Les rapporteurs y reviendront, mais c'est vrai que la prise en compte du vieillissement de la population et en France, on le voit régulièrement dans les débats nationaux, mais aussi auprès des Français de l'étranger, n'a peut-être pas encore été évaluée à la hauteur de ce que cela doit être. Et
on souhaite réfléchir dans ces assises sur le bien vieillir à l'étranger. Et tout ceci pourrait se résumer via un livre blanc qui serait remis à la fois aux assemblées, mais aussi au gouvernement. La démocratie marche sur deux jambes, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Comme vous le voyez, un dialogue a été engagé. Cette semaine, nous avons une réunion très productive et constructive avec l'ADFAE, avec le cabinet du ministre. Nous avons donc fait les propositions que nous allons vous faire dans quelques instants. Et je crois qu'il a été... on a en tout cas discuté sur la forme que pourraient prendre ces assises, à la fois avec une plénière d'ouverture en mars, une plénière de clôture au mois d'octobre. Ce que j'ai indiqué lors de cette réunion, c'était l'important justement de travailler avec les parlementaires, à la fois Assemblée, Sénat, mais ça peut aussi revêtir, on va dire, le côté logistique des choses. Et c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y ait une séquence qui se passe soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale, que sur ces 6 mois de mobilisation, l'ensemble des élus de l'Assemblée des Français de l'étranger seront mobilisés, chacun dans vos commissions, et évidemment sur des thèmes qui se rapportent aux travaux de vos commissions. Et il est envisagé pour chacune des thématiques 3 temps, 3 grands temps de mobilisation. Les 3 thèmes qui ont été proposés au gouvernement pour définir ces assises, le premier point, c'est comment renforcer l'accessibilité de tous les enfants français au réseau d'enseignement français à l'étranger. Comme vous le savez, les assises de la protection sociale s'inscrivent dans la logique de protection sociale française et parmi les 6 branches, les 6 piliers de la protection sociale, figure la branche famille. Et on peut donc, par effet miroir, considérer que la branche famille en France, qui concerne principalement la caisse d'allocation familiale, se répercute à l'étranger via les bourses scolaires, via les bourses AESH. Et c'est pour ça qu'on a donc souhaité traiter ce point. Et c'est Chantal Pichard qui, dans quelques instants, vous donnera plus de détails. Le second grand thème de ces assises, ce sont les défis et opportunités de l'accompagnement social des Françaises et Français de l'étranger. Là aussi, c'est quelque chose à laquelle les élus sont habitués via les conseils consulaires des affaires sociales, avec des aides sociales qui sont données à environ un peu plus de 4000 de nos compatriotes chaque année, via des subventions aux OLES, aux organismes locaux de solidarité. Et Alexandre Barrière-Izard vous décrira ce qu'il a été proposé pour pouvoir travailler sur ce grand thème. Le dernier grand thème, enfin, c'est celui de l'optimisation et comment optimiser le volet santé de la protection sociale des Françaises et des Français de l'étranger. Je pense qu'on a beaucoup parlé cette semaine, et on y reviendra aussi dans la restitution de ces travaux, de la Caisse des Français de l'étranger. C'est un acteur, et c'est même l'acteur majeur de la protection sociale des Français de l'étranger. Et à côté de cela, dans la grande sphère du domaine assurantiel, il y a aussi des acteurs privés, et c'est l'ensemble de ces acteurs que nous souhaitons associer aux assises de la protection sociale des Français de l'étranger. Ça sera Franck Barthélémy qui va vous présenter ce qu'il a été proposé d'organiser. Je passe donc la parole tout de suite à Chantal. Alors donc le pilier comment renforcer l'accessibilité de tous les enfants français au réseau d'enseignement français à l'étranger. Comme vous le savez, l'objectif de ce réseau, qui remplit une mission de service public et de diplomatie d'influence de la France, est de garantir l'accès à l'excellence éducative et pédagogique à tous les enfants français partout dans le monde. Il a pour ambition d'allier excellence, innovation, continuité pédagogique, inclusion et solidarité. Les assises de la protection sociale des Français de l'étranger s'attacheront à faire un état des lieux du dispositif des bourses scolaires, l'évolution du nombre de boursiers français sur ces dernières années, des frais de scolarité et du reste à charge pour les familles. Dans une phase prospective, les assises sont destinées à formuler des propositions afin de garantir la pérennité du dispositif et à faciliter l'accès des bourses scolaires à toutes les familles qui en ont besoin. Le deuxième volet sera les AESH. Donc, en 2021, la généralisation de la prise en charge AESH a permis une avancée très importante dans le soutien aux familles françaises de l'étranger. Avec le concours de l'AEFE, les assises feront le bilan de ce dispositif en conduisant une consultation notamment auprès des familles bénéficiaires.
Elles analyseront les statistiques du nombre de demandes, du nombre de familles de prise en charge, ainsi que des besoins en formation professionnelle et le statut des personnels, des AESH. En lien avec les dispositifs existants, les assises formuleront des propositions innovantes pour renforcer le bien-être de tous à l'école. Donc la commission enseignement de l'AFE sera associée à l'organisation de ces thématiques. Quand on parle de l'AFE, on parle aussi de tous les conseillers des Français de l'étranger, bien entendu. Les administrations concernées, donc le MAE, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, l'AEFE, tous les opérateurs de l'enseignement français à l'étranger, les MDPH et les acteurs de la société civile, donc les associations reconnues par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, les associations de parents d'élèves, etc., etc. Je vous remercie. Et les chercheurs, effectivement. Merci beaucoup, Chantal. Alors, on vous a transmis une... Voilà, on peut applaudir, oui. On vous a transmis une note de présentation. Je vois qu'il y a quelques coquilles dessus, mais mea culpa, c'est pas 2012, c'est 2021. C'est MEAE, mais je corrige au fur et à mesure. Je passe la parole à Alexandre Barrère-Izard qui va vous présenter donc la grande thématique sur quels sont les défis et opportunités de l'accompagnement social des Françaises et Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. Tout d'abord, merci de l'accueil dans la commission, très chaleureux. Donc juste pour rappel, il y a 18 millions d'euros d'aide sociale pour nos compatriotes établis hors de France chaque année et ça touche, comme l'a rappelé le Président, environ 4200 personnes. Donc l'idée est d'analyser le droit concernant les aides sociales, voir ce qu'il en est et peut-être et faire des propositions pour le faire évoluer. Après, analyser et faire des préconisations pour faire évoluer le taux de base, le fameux taux de base que nous allons discuter en commission nationale de sécurité sociale. Oui, c'est bon. Oh, pardon. Aussi, proposer une définition du statut des OLES et leurs devoirs pour aller vers des pratiques de gestion harmonisées. Et aussi dans un contexte de vieillissement de la population française, on conduira une étude spécifique sur comment bien vieillir à l'étranger. Donc, on s'appuiera évidemment sur la MEAE, l'organisme de sécurité sociale, les caisses de retraite, et j'espère associer la commission des lois, je ne vois pas la présidente, et la commission des finances. Voilà. Merci beaucoup, cher Alexandre. Et j'en profite pour faire on va ouvrir une petite page de pub pour saluer le rapport d'information qui a été fait par le député des Français de la 9e circonscription, Karim Bencher, sur les dépenses d'action sociale destinées aux Français de l'étranger. Si jamais vous ne l'avez pas encore eu, je vous invite à le lire. Vous avez le droit de me croire ou pas, mais cette action n'était absolument pas concertée. Et j'ai découvert ce rapport quand je suis arrivé à Paris samedi matin. Et en fait, une grande partie des éléments qui sont contenus dans ce document sont repris dans notre travail sur la proposition des thèmes pour les assises. Et ça montre que là aussi, il y a finalement un combat commun qui est mené à la fois par les élus locaux, mais aussi par les parlementaires. La protection sociale et le volet santé, principalement, avec Franck Barthélémy. Oui, donc notre sujet, comment améliorer, optimiser, on va dire, le volet santé de la protection sociale, un des gros chapitres pour les Français de l'étranger, comme vous le savez. On va suivre à peu près la même méthode que mes deux collègues. On va partir d'un diagnostic, on va essayer d'évaluer les besoins à moyen et long terme, comme le signalait Florian. On essaye dans ces assises de se projeter un petit peu vers l'avenir en essayant de comprendre comment vont évoluer les populations de Français de l'étranger. On commence déjà à remarquer qu'elles vieillissent et qu'il faut peut-être adapter les outils qu'on a aujourd'hui. Donc, comment optimiser les moyens qui sont aujourd'hui affectés à la santé et bien sûr, quelles recommandations nous pourrions faire de façon à ce que nos Français de l'étranger, les Français de l'étranger que nous sommes, puissent avoir une protection santé
adaptées à leurs besoins, adaptées à leurs évolutions, adaptées à leurs nouveaux profils. C'est vraiment le chapitre que nous aborderons dans ces assises. Comme le soulignait Florian, il n'y a pas que l'acteur CFE qui concerne les Français de l'étranger. Il y a beaucoup d'autres acteurs, particulièrement des assurances privées, auxquelles nous associerons aussi nos travaux. Je pense aux complémentaires, je pense aux mutuelles, qui peuvent éventuellement coûter beaucoup d'argent. Nous associerons bien sûr, comme mes deux collègues, les ministères en charge de ces sujets, le ministère des Affaires étrangères, les organismes de sécurité sociale, la CFE évidemment, quelques assurances et bien sûr des sociologues. Je ne sais pas si certains de vous lisent beaucoup ou aiment lire, mais il y a beaucoup de sociologues qui s'intéressent en ce moment à la protection sociale en France. Et j'imagine que si on leur passe un petit sujet sur la protection sociale des Français de l'étranger, ils ne seront sûrement pas mécontents. Un sujet supplémentaire. Donc, nous associerons à ces travaux la Commission Sécurité et Commerce Extérieur et Développement Durable, pardon, merci Chantal, de façon à essayer, encore une fois, d'engager tous les élus sur ces assises de la protection sociale. Merci beaucoup Franck, et c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas assez souligné, donc je vais le repréciser. Dans les discussions qu'on a pu avoir à la fois avec le cabinet du ministre et l'administration, il est clairement précisé que le cadre de ces assises, si elles doivent se tenir, c'est bien le périmètre du champ d'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et principalement celui de la direction des Français de l'étranger. Il y a des textes comme ça qu'on ne lit pas souvent, mais vous savez, il y a le décret d'attribution du ministre délégué aux Français de l'étranger, et dedans, il y a le petit mot magique disant qu'il est chargé, ou elle est chargée, puisqu'en l'occurrence, c'est une ministre en ce moment, chargée de la protection sociale, et c'est aussi dans le cadre de cette attribution-là que nous proposons ce travail. Il y a 2 résolutions qui sont proposées sur les assises. La première résolution, c'est un vote formel sur le fait que l'Assemblée des Français de l'étranger demande au gouvernement de nous saisir officiellement sur cette question des assises de la protection sociale des Français de l'étranger. C'est une résolution qui reprend les différents, on va dire la genèse de ce projet, à la fois avec la mobilisation des conseillers des Français de l'étranger, la lettre des parlementaires, la lettre conjointe du président Larcher, de la présidente Braun-Pivet, etc., jusqu'à maintenant, parce que comme vous savez, il y a une espèce de fenêtre spatio-temporelle avec l'équipe précédente où les assises avaient été actées, mais finalement la dissolution a remis cela à zéro. Et donc aujourd'hui, il est proposé à l'Assemblée de voter officiellement cette résolution. Je vais juste préciser donc les 6 piliers de la protection sociale qui fondent le socle de la nation: famille, maladie, accident du travail, maladie professionnelle, retraite, autonomie et le recouvrement. On m'a posé la question sur le recouvrement, c'est l'URSSAF en fait, mais qui contribue largement au financement de la protection sociale. Et donc, si vous acceptez cette résolution, nous demandons, sur proposition de la Commission des Affaires sociales, Monde combattant, emploi et formation, l'Assemblée des Français de l'étranger demande au gouvernement d'appliquer l'article 12 de la loi susmentionnée en confiant à l'Assemblée des Français de l'étranger, conjointement avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'organisation des assises de la protection sociale des Français de l'étranger. Est-ce que vous avez des demandes de prise de parole par rapport à cette résolution ? Monsieur Deluchet. Oui, excusez-moi, c'est juste un rappel, et je vais le rappeler pour la première commission, et j'espère qu'après j'aurai plus besoin de le rappeler, mais on a voté une résolution l'année dernière dans le cadre du GT réforme de l'AFE, dans lequel on disait qu'il fallait flécher chaque résolution selon certains critères, surtout le critère de destination de qui devrait être le principal acteur pour résoudre cette résolution. Et donc, vous l'avez fait ? Ah d'accord, ok. Donc je répète ça, comme ça j'en parlerai plus du tout de cette session, mais donc voyez la résolution numéro 1 du groupe de travail de l'AFE. Donc il y a quatre nominations: AFE ou ADM administration, ou GOUV si c'est le gouvernement, ou PAR si c'est le Parlement. Et on peut faire des associations, par exemple gouvernement, Parlement, GOUV, BAR, PAR. Voilà. Désolé, j'avais pas vu... D'autres demandes de prise de parole ? Monsieur Youmi. Lève-toi.
Merci. C'est pas sur la résolution, c'est sur l'échéance, parce que vous avez mis 2050. Personnellement, ça me paraît une échéance lointaine, c'est-à-dire à l'échéance 2050. Est-ce que, parce qu'on ne sait pas comment les Français et l'étranger vont évoluer, je ne sais pas comment nos finances publiques vont évoluer. Est-ce que ça pourrait changer pour être plus à 2040, parce que ça me paraît lointain, pour faire une perspective chiffrée. Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire. Non, simplement préciser, quand on parle d'échéance, on parle surtout de faire ce travail prospectif à l'horizon 2050, et on a travaillé sur un fait générationnel, voilà, 25 ans. On est en 2025, donc 2005 ans, ça fait une génération. C'est plus, on va dire, un horizon à long terme, sachant que, je le redis, ces assises, elles sont là pour faire des propositions, des suggestions, des remarques, des évaluations sur un court terme. C'est l'action immédiate du gouvernement et des décisions qui peuvent être prises demain. Et sur une logique moyen terme ou long terme. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a indiqué 2050. Ça sera peut-être 2040, 2053. Voilà, il n'y a pas d'année précise. On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée à l'unanimité. Et du coup, sur les assises, on a une deuxième résolution que j'ai perdue. Non, elle est là, c'est bon, merci beaucoup. La deuxième résolution, puisque l'idée, c'était d'abord de voter le fait que l'Assemblée des Français de l'étranger demande l'organisation de ces assises. Et la deuxième résolution, c'est d'essayer de trouver les moyens qui puissent accompagner ces assises de la protection sociale des Français de l'étranger. Les vues et les considérants sont la même chose, donc je vais passer directement à la demande. Voici la résolution, je vous la lis. Avant la clôture budgétaire, l'utilisation des crédits de fonctionnement de l'Assemblée des Français de l'étranger non consommés sur l'exercice 2024 pour engager les travaux autour des assises de la protection sociale des Français de l'étranger. Donc c'est ce que nous demandons. Ce budget permettra de lancer les premières consultations citoyennes et de se doter d'outils de communication pour promouvoir les assises. Pour mener à bien cette initiative, l'Assemblée des Français de l'étranger affectera aussi les crédits de fonctionnement nécessaires sur l'exercice budgétaire 2025. L'Assemblée des Français de l'étranger demande de doter le secrétariat général de l'AFE de personnel supplémentaire pour la bonne tenue de ces assises. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Et nous allons passer à l'examen du projet de loi de finances, ou en tout cas les éléments que nous avons reçus avec les deux rapporteurs, Franck Barthélémy et Denis Glock. Peut-être juste le temps que Denis arrive, je sais pas... Il est là. Ah pardon, j'avais pas vu, voilà. Et donc je vous laisse, je sais pas qui commence. Ah, c'est Denis, voilà. Bon. Bien, merci Monsieur le Président, merci Madame la Présidente, chers collègues. Donc nous avons auditionné le député Karim Bencher pour donc parler un petit peu de ce PLF. Et comme vous pouvez voir, donc les principaux points abordés ont été l'impact du PLF sur le programme 151 qui nous intéresse particulièrement pour ce qui est bourse scolaire, bourse AESH et aussi tout ce qui est les affaires sociales. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir les chiffres, il y a une baisse assez conséquente sur les bourses puisqu'on est à environ moins 7 millions et pour les bourses AESH aussi, sur les 2 millions programmés, il y a eu des retards puisque cette année on a pu payer tout ce qui était boursier, donc on a pu payer les AESH, mais on est en train de voir comment payer justement les AESH pour les enfants qui ne sont pas boursiers. Les documents budgétaires donc n'ont pas été transmis à temps par le gouvernement, enfin ont été transmis comme ils ont pu au gouvernement, ce qui a été donc assez compliqué pour les parlementaires et pour nous-mêmes d'ailleurs, puisque la commission des affaires économiques a eu quelques soucis aussi, puisqu'ils n'avaient pas les chiffres.
Et les premiers éléments que l'on peut voir montrent que le gouvernement pense plus à combler les déficits par des coupes budgétaires plutôt qu'à rechercher de nouvelles recettes. Juste très rapidement, parce que je pense que le sujet sera abordé par la Commission des finances aussi. Donc le budget des affaires sociales qui nous intéresse, qui appartient au programme 151. Donc si on prend les affaires sociales en tant que telles, le budget passe de 21,5 millions à 19,59 millions, comme il est écrit sur la slide suivante. Sur la diapo suivante, pour ne pas me faire reprendre. Les aides sociales baissent techniquement donc les affaires sociales, c'était la totalité dont je vous parlais. Les aides sociales, à proprement parler, passent de 16 à 15 millions,2. Je crois que les virgules sont importantes dans le contexte actuel. Les OLES prennent aussi un petit coup dans l'aile et passent de 1,4 million à 1,2 million. Bien sûr, tous ces chiffres ne présagent pas des amendements qui pourraient avoir lieu et qui pourraient être engagés par nos parlementaires. Le staff passe de 2 à 1,6 million. La CFE reste stable. On remercie les personnes qui ont présenté le premier budget, même si ce n'est pas assez. Les centres médico-sociaux restent aussi stables, à peu près à 220 000 €. Et enfin, un budget qui est assez important aussi, le rapatriement et l'hospitalisation reste stable à 1,3 million. Donc, notre commission recommande vivement, on pourrait dire, que ces budgets soient à l'avenir, et peut-être pour ce budget 2025, calqués, en tout cas calés sur les besoins qui sont remontés du terrain, par les postes, mais aussi par les élus. Et nous demandons à nos parlementaires d'amender comme il se doit tous ces budgets de façon à ce qu'on puisse sanctuariser ou au moins préserver le budget des aides sociales. Merci. Voilà, alors justement sur ce chapitre, c'est notre commission effectivement qui demande aux parlementaires, mais je vous demande aussi à vous tous de demander à vos parlementaires d'amender ce chapitre des aides sociales, parce que pour que les technocrates du ministère se rendent compte que derrière ce budget, il y a des hommes et des femmes, des enfants qui ont faim. Et si jamais il devait y avoir un budget excédentaire, c'est bien celui-là. S'il y a un reliquat à donner, ça c'est plutôt sur ces affaires sociales, plutôt que sur d'autres affaires qui, on va dire, sont moins importantes au niveau humain. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est... on peut parler de nos amis fonctionnaires de Bercy qui font le budget, mais en tout cas, sur le travail de mobilisation, il est évident que dans les prochains jours, à la fois à l'Assemblée, mais aussi au Sénat, il est important qu'il soit mené. On n'a pas de résolution spécifique puisque la Commission des finances rendra son avis, comme la loi nous le suggère très fortement, et donc un avis sera proposé par la Commission des finances. Nous venons de voir les questions budgétaires, ou en tout cas celles à venir, et finalement le programme est assez bien fait puisqu'on revient sur le terrain avec des cas assez concrets. C'est la deuxième fois qu'on le fait en session, d'avoir des témoignages de conseillers des Français à l'étranger qui ne sont pas forcément élus à l'AFE, et ça permet aussi d'avoir d'autres remontées de terrain, et notamment parfois de pays qui ne sont pas représentés ici au sein de l'Assemblée. Et je passe la parole à Catherine Pascal qui va faire ce rapport. Madame la Présidente, Monsieur le Président, alors oui, on a eu la chance de rencontrer. C'est vrai que chaque pays a ses problématiques, et en fait on a écouté des conseillers, et moi je ne connaissais pas les problématiques de Djibouti par exemple, où il y a vraiment beaucoup d'enfants qui sont abandonnés par leurs parents. Et ils nous ont, en fait, on s'est arrêté surtout sur les jeunes majeurs français abandonnés par leur père et qui n'ont plus de secours mensuel spécifique à l'enfant dès qu'ils ont atteint l'âge de 18 ans, alors qu'ils en ont encore besoin. Ensuite, on est passé à la Thaïlande, où ils ont des problèmes d'hôpitaux et de tiers payants. Les avances du reste à charge par les OLES et des remboursements qui sont plus lents, avec des hôpitaux extrêmement cher, et c'est pas toujours évident d'avancer l'argent quand on n'est pas
même si on est assuré, quand on n'a pas ça sur son compte en banque. Voilà, donc c'était vraiment des problèmes que moi je ne connaissais pas. En tous les cas, nous tous, c'était hyper intéressant de les entendre. Ensuite, Jean-Baptiste Fauchil et Nicolas Noël qui sont des agents de droit locaux. Eux, alors c'est plus spécifique au monde entier parce qu'ils demandent des protections sociales pour tout le monde et que ce soit une harmonisation des pratiques pour tous les postes dans le monde entier. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Sur ce point, donc, il n'y a pas forcément vocation à faire des résolutions, mais le premier cas sur Djibouti et d'autres expériences croisées nous amène à faire une proposition de résolution. Je voudrais juste auparavant m'excuser auprès de Eva Pardina, parce qu'il y a une coquille sur son nom sur le rapport. On va bien évidemment le modifier. La résolution qui est proposée fait finalement en fait écho à une évolution législative qui s'est passée en France il y a maintenant 2 ans, avec cette loi dite loi Taquet, qui vient en fait, on va dire, augmenter le soutien notamment aux jeunes majeurs, puisque même avant en France, c'était assez compliqué quand vous étiez bénéficiaire d'une aide sociale à l'enfance. Le jour où vous arriviez à vos 18 ans, il n'y avait pas forcément de suivi, en tout cas pécunier, qui était assuré. Et cette loi Taquet, relative à la protection des enfants, est notamment venue réparer cela avec une proposition de contrat jeunes majeurs. Donc c'est à la liberté des départements ou des collectivités de mettre en place ce contrat jeunes majeurs, mais c'est finalement en fait un suivi entre l'aide sociale à l'enfance et la suite après avec les bourses que vous connaissez sur les œuvres universitaires, etc. Et des fois, il y a une période de transition où il y a une rupture. Et c'est ce qu'on propose ici dans cette résolution, de faire en sorte qu'au sein du réseau français à l'étranger, cette période de transition puisse être réparée via, c'est ce qu'on a proposé pour l'instant, et je pense que l'administration aura un esprit très imaginatif pour trouver les mécanismes qui permettent cela. Ce qu'on nous propose en fait aujourd'hui, c'est que le SMSE puisse être conservé pour ces jeunes qui arrivent à l'âge de la majorité, mais qui parfois, par exemple, n'ont pas encore leur bac. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore le niveau d'études nécessaire pour pouvoir prétendre après à une bourse Crous, etc. Et comme vous le voyez, en fait, c'est souvent des enfants qui sont déjà identifiés dans le réseau et qui sont déjà bénéficiaires d'une aide. Et donc, ce qui est proposé, c'est vraiment de combler ce temps d'attente avant qu'ils puissent arriver en France après, s'ils vont en France, pour faire un suivi d'études et obtenir une bourse Crous. Donc considérant voilà, donc les aides sociales versées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères aux enfants de moins de 18 ans en difficulté, considérant les difficultés d'accès à l'autonomie par certains jeunes majeurs non bacheliers à 18 ans, considérant l'arrêt du versement secours mensuel spécifique enfant à la majorité. L'Assemblée des Français de l'étranger demande, afin d'éviter une sortie sèche du dispositif d'accompagnement social existant, l'extension de l'âge limite de versement du SMSE de 18 ans jusqu'à l'âge d'obtention du baccalauréat. C'est le diplôme de référence qu'on a pris, mais chacun comprendra que ça peut être un autre diplôme. Ce dispositif agirait en miroir des prérogatives de la loi Taquet, conformément au contrat jeune majeur en France. Alors, il y avait une demande de prise de parole, Madame Fouque-Weiss. Merci. Cette demande concernait les AESH. J'ai constaté que quand les parents d'un enfant handicapé faisaient une demande à l'étranger, ils étaient défavorisés par rapport à ceux de France, puisque la MDPH exige que le handicap soit à hauteur de 50%. Alors il y a certains cas, par exemple pour les autistes, c'est pas toujours le cas, mais pourtant ils ont besoin d'un accompagnement particulier. De surcroît, quand l'évaluation est faite par les MDPH, il n'y a pas de barème vraiment précis d'une MDPH à l'autre. Vous pouvez très bien avoir un résultat de 40% dans l'une et puis un résultat de 30 ou de 50% dans l'autre. Donc c'est une inégalité tout de même qui interpelle. Et enfin, pour faire évaluer précisément le handicap dans des consultations spécialisées, même dans les pays où le maillage médical est très dense, vous avez des temps d'attente énormes. Et en attendant, eh bien, l'enfant n'a rien.
Et je veux dire, un an, quand on est en primaire, un an et demi d'attente, c'est énorme. Ça influe sur toute la scolarité ultérieure. C'est tout ce que je voulais dire. Monsieur Deluchet. Bonjour, alors je suis très heureux que vous preniez à bras ce problème-là. Nous, au Brésil, par exemple, on a des jeunes, des enfants qui sont abandonnés, évidemment, par leurs parents, etc., et qui sont dans des situations de vulnérabilité sociale extraordinaires. Et je me rends compte que les accompagne jusqu'à 18 ans par le SMSE, mais... et après, on les lâche dans la nature, quoi. Et ils n'ont pas de formation, et comme ils sont d'un milieu pauvre, et ben, ce sont des gens qui, à 65 ans, vont demander des aides, ou alors qui risquent de demander des aides exceptionnelles aussi au long de leur vie, parce que on leur aura pas permis de s'émanciper. Donc déjà, je trouve ça très très bien. En revanche, deux choses. La première chose, c'est que il n'y a pas forcément l'équivalent du baccalauréat dans tous les pays. Moi, chez moi, par exemple, il n'y a pas de diplôme de fin d'études à ce niveau-là. Et il y a un examen d'entrée, en fait, à l'université qui correspond à ça. Et donc, je ne sais pas s'il n'y a pas une petite modification littéraire à faire dans l'intitulé. Voilà. Je porte ça à votre réflexion. Et secondo... cette proposition, je la fais dans toutes les élections que je fais depuis 10 ans, je fais ce type de proposition, mais je l'étends jusqu'à 26 ans et je vais vous dire pourquoi. Parce que en fait, en France, les parents sont responsables de leurs enfants majeurs tant qu'ils font des études. Ils sont responsables financièrement. Et justement, dans l'objectif d'émanciper ces enfants qui sont d'une classe pauvre, et ben pour qu'ils se sortent de la classe pauvre, il faut qu'on leur permette de faire des études. Et si on les accompagne avec cette aide, avec ce SMSE jusqu'à 26 ans, au moins pour ceux qui sont étudiants, évidemment, étudiants ou formation professionnelle. Alors ensuite, on peut déterminer les critères d'évaluation de cela, mais au moins ça nous permettrait d'accompagner ces enfants jusqu'à une professionnalisation, ce qui permettrait de les émanciper de la solidarité nationale pour leur vie. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on doit souhaiter. Les aides sociales, c'est pas fait pour être pérenne. Voilà. Merci et félicitations pour... Madame Rahal. Merci. Eh bien, l'idée est louable, je la trouve formidable. Néanmoins, le SMSE ne pourra pas y pourvoir, vous le savez pertinemment. Mais il y a les OLES. Et je pense que passer par les OLES est aussi une solution. Et c'est ce que j'aurais préconisé pour ma part. Et pour les formations, pour rebondir sur ce qu'a dit Jean-François Deluchet tout à l'heure, je dirais qu'il y a l'AFPA qui permettrait aux jeunes de pouvoir aller faire leur formation en France. Donc je pense qu'il fallait réfléchir pour le SMSE parce que je ne pense pas qu'ils nous la mettront en miroir de la loi Taquet. Monsieur Piton. Oui, il y a Catherine qui voulait dire un truc. Ouais. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. Le dispositif est tout à fait louable avec les réserves qui ont été annoncées. Ce qui effectivement posait problème, c'était que il fallait quand même préciser qu'on restait, évidemment, que le jeune restait dans le cadre d'une scolarité, parce que l'obtention d'un baccalauréat dans les pays où le baccalauréat n'existe pas, ou bien dans des pays où il pourrait ne pas suivre de cursus scolaire, évidemment, poserait problème, et on n'aurait pas de limite. J'aime bien l'idée, effectivement, de fixer une limite à 26 ans, pourquoi pas, ça peut être 26 ans, ça peut être un autre âge, mais ce qui est important, c'est évidemment de préciser que le cursus scolaire est absolument indispensable. On n'évitera pas totalement les effets d'aubaine, on n'est pas naïf à ce point-là, mais en tout cas, ça permettra de préciser un petit peu plus le dispositif. Merci. Alors, Catherine Pascal voulait, je crois, dire quelque chose. Oui, alors le problème des OLES, c'est qu'ils n'ont pas un budget illimité et que là, par exemple, à Djibouti, il y a beaucoup d'enfants et que déjà, avant les 18 ans, comme ils sont abandonnés par leur père, les OLES débloquent beaucoup d'argent pour eux. Alors après, ça va être très compliqué. C'est juste, encore une fois, l'argent, le nerf de la guerre, et ils n'ont pas assez d'argent.
Alors, je voudrais vous faire deux propositions, et du coup, on n'a pas discuté en commission, mais la première chose, et en effet, vous avez raison sur l'histoire du baccalauréat, donc je pense qu'on peut préciser, en fait, jusqu'à l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, vous voyez, d'une certification d'un diplôme équivalent. Et le deuxième point, vous savez, à chaque fois, on essaie de s'attacher en commission des affaires sociales à être, et je l'ai d'ailleurs précisé, on s'appuie sur la loi Taquet sur ce sujet-là, et en France, il n'y a aucun dispositif de soutien à des jeunes qui va jusqu'à 26 ans. Je viens de vérifier, la loi Taquet, c'est de 18 à 21 ans. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut envisager d'intégrer dans cette résolution, c'est-à-dire jusqu'à l'âge, en fait, on va simplifier la résolution, dans la limite de versement du SMSE, de 18 ans jusqu'à l'âge maximum de 21 ans, de façon à être en conformité avec la loi Taquet. On ne parle plus de notion de diplôme, parce qu'en effet, moi, spontanément, quand on a fait cette résolution, je pensais plus aux enfants dans les lycées français, mais c'est sûr qu'il y a aussi des jeunes qui sont en dehors du réseau et qui sont ailleurs. Donc si ça convient à tout le monde, on se colle à la loi Taquet de 18 à 21 ans, ce qui, à mon avis, ce qui permettra quand même de fixer aussi une limite. Est-ce que ça, donc si la formulation, c'est à peu près celle-là, je vais la relire. Afin d'éviter une sortissage du dispositif d'accompagnement social existant, l'extension de l'âge limite de versement du SMSE de 18 ans jusqu'à l'âge maximum de 21 ans. Ce dispositif agirait en miroir des prérogatives de la loi Taquet conformément au contrat jeune majeur en France. Okay. Je vais vous proposer de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée à l'unanimité. Merci à vous. Monsieur Pinguili. Micro. Merci beaucoup. Simplement, si vous permettez, une remarque sur la présentation que vous avez faite des auditions que vous avez conduites. Pour m'étonner de l'audition de 2 ADL, il me semble, de postes consulaires. Il me semble que c'est hors champ du mandat de l'AFE, très clairement. Donc j'aimerais quand même que cette remarque soit enregistrée à toutes fins utiles. Merci. Alors, peut-être juste préciser que nous avons auditionné ces personnes à leur qualité de conseiller des Français de l'étranger. Et comme vous le savez, monsieur le directeur, en notre qualité de conseiller des Français de l'étranger, on représente les Français. Et donc, sur certains sujets, des fois, on peut être amené, en effet, à parler de situations d'agents, de recrutés locaux, etc. Mais nous les avons reçus dans le cadre des auditions concernant les conseillers des Français de l'étranger. Merci, c'est bien noté, mais c'était pas la manière dont ça a été présenté dans la slide, donc vous me permettrez de m'en étonner. Merci. Et à toute fin utile, ce sera naturellement au verbatim, mais nous sommes en direct sur YouTube. Donc, nous allons passer au sujet suivant, qui est celui des relations avec les caisses de retraite, et spécifiquement la caisse Agirc-Arrco. Et donc Benoît Marin-Cudraz et Denis Glock travaillent particulièrement sur ces questions, et je crois que c'est Benoît Marin-Cudraz. Je vous laisse rapporter. Bien. Donc nous avons eu la chance de pouvoir auditionner encore une fois M. Rouillet et M. Nettvik. Et donc pour l'Agirc-Arrco, on a vu le système de coordination européenne des demandes de retraite qui permet donc aux futurs retraités de faire une demande unique pour les demandes de droit direct et les demandes de réversion. À l'écran, vous voyez un petit schéma qui correspond à la description du processus de demande de retraite d'un résident hors de l'espace économique européen. Et parce que légalement, l'Agirc-Arrco n'est pas partie prenante dans les accords interétatiques, mais donc vous avez à l'écran, et on pourra vous faire passer ces documents si vous les souhaitez. Ensuite, on a parlé des droits, de la liquidation des droits Agirc-Arrco. Pour les Français qui demandent leur retraite, donc la liquidation des droits est possible dès 57 ans, bien sûr avec application d'un abattement. Pour les Français avec carrière à l'étranger, il faut savoir bien sûr que tout ce qui est demande de prise en compte des périodes à l'étranger relève de la responsabilité de l'assuré. Là, l'Agirc-Arrco ne va pas chercher. Deuxième point, donc les relations avec relations clients Agirc-Arrco.
Agir Carco a vraiment amélioré les canaux de contact au service des résidents à l'étranger et de leurs représentants. Il y a un numéro téléphonique à disponibilité, il y a un espace personnel donc en distanciel, il y a donc sur le site des formulaires en ligne, une adresse postale et pour les élus des Français de l'étranger, un mail dédié que je ne révélerai pas bien sûr puisqu'il est dédié au FDE et aux représentants des Français de l'étranger. Voilà. Sur ce point, peut-être juste remercier quand même l'action du sénateur Yann Chantrel qui a permis cela. Oui, exactement. Alors, pour l'amélioration de l'accompagnement des clients à l'étranger, il va y avoir la création d'un comité client étranger qui va permettre de travailler sur des thématiques spécifiques à l'Agir Carco, de réfléchir sur un format plus efficace pour accompagner et être plus réactif pour les demandeurs. Ensuite, il sera élaboré un guide à destination des élus qui nous permettra justement de répondre facilement aux demandeurs de retraite, puisque ce guide donc sera fait en collaboration avec nous. Et donc, on l'a dit, donc merci Yann, ce canal de contact exclusif qui nous permet quand même de faire avancer les choses très rapidement. Voilà. Pour l'actualité de Agir Carco, ils ont travaillé beaucoup sur l'Europe, puisque 53% des allocataires et 80% des expatriés sont installés en Europe. Donc, ils ont mis en place des séquences de conseils et d'accompagnement de frontaliers et la mise en place au niveau des services digitaux, un site qui s'appelle Mes premiers pas vers la retraite, donc qui permet donc aux clients à partir de 57 ans de commencer à prendre contact avec la caisse. Voilà. Et donc, on a raccroché à ces auditions, ce n'est pas directement lié, mais comme vous le savez, il y a une demande de création d'un groupe de travail sur les retraites. C'était un engagement qui avait été pris par le ministre Dussopt, qui n'a pas été tenu. Et nous avons au sein de notre commission un collègue qui est déterminé à faire en sorte que ce groupe de travail puisse se créer, et nous le soutenons bien volontiers. C'est pour ça que cette résolution propose, et elle a déjà été votée, donc on la reprend, d'étudier les droits à la retraite pour les années cotisées en France lorsqu'une partie de la carrière est effectuée à l'étranger, comparer les droits à la pension française pour les années cotisées en France lorsqu'une partie de la carrière est effectuée dans une autre caisse de pension française ou une autre caisse de pension étrangère, d'évaluer si les informations données par les caisses de retraite, accès aux caisses de retraite et la réglementation sont adaptées pour les Françaises et Français de l'étranger et si les délais de traitement des dossiers de retraite sont supportables, d'envisager une représentation des Françaises et Français de l'étranger dans toutes les instances qui étudient, gèrent et contrôlent les pensions de retraite qui les concernent. Et cette résolution est à destination de la ministre du Travail et de l'Emploi, Madame Astrid Panosyan-Bouvet. Avez-vous des demandes de prise de parole? Très bien. Madame Fouque-Vaes, rapidement. Je veux dire très brièvement que les gens qui souhaitent s'expatrier dans différents pays hors Europe doivent bien se renseigner avant, parce qu'il existe le plus souvent uniquement des conventions bilatérales, c'est-à-dire que si au cours de leur carrière, ils travaillent dans 3 ou 4 pays hors Union européenne, ils ne sont pas du tout sûrs que tout le temps de travail sera pris en compte. Et en ce qui concerne l'Europe, il y a aussi une chose à laquelle il faut penser. Quand les gens travaillent en Europe, dans l'espace économique européen et en Suisse, normalement, ça s'additionne. Mais si on a travaillé en Union européenne, en Suisse et en espace économique européen, il faudra choisir entre Europe et Suisse ou Europe et espace économique européen. Parce qu'il n'y a pas d'accord entre la Suisse et l'EE. Donc c'est très important à avoir en tête avant de commencer une carrière internationale. Merci. On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée à l'unanimité.
Merci beaucoup. Et avant de passer la parole à la vice-présidente de la Commission des affaires sociales, Michèle Malivelle, sur une motion concernant le handicap, j'aurais juste précisé aussi qu'il y a un travail qui est mené en ce moment par le secrétariat général avec le GIP Union Retraite, et on essaie de monter une formation à destination des élus, puisque comme vous le savez, il y a un nouveau dispositif de dématérialisation via des certificats de vie numériques. Ce dispositif est en cours de déploiement, l'application est en cours de déploiement, etc. Et on espère qu'au mois de novembre, on pourra faire une formation à destination de tous les conseillers des Français de l'étranger afin qu'on puisse accompagner nos compatriotes dans les pays directement qui en ont besoin. Et donc la motion handicap, pour celles et ceux qui suivent avec attention nos travaux, on l'avait déjà étudiée lors de la précédente Assemblée des Français de l'étranger. Cette motion avait été renvoyée en commission à l'initiative du président Thierry Masson. Et donc on a retravaillé la copie. Et je laisse Michèle Malivelle faire la présentation. Ah pardon. Voilà. Vas-y. J'espère que vous apprécierez la propos de mes camarades de m'avoir choisi pour parler du handicap. Ça, c'est assez remarquable. Donc, comme nous sommes très consciencieux, nous avons étudié avec passion 22 textes, dont je vous passe la lecture, pour considérer tout ce qui se passait entre la France et la Wallonie. Et nous nous sommes aperçus qu'il y avait énormément de ce qu'on appelle des départs non souhaités vers la Wallonie, pour manque de place en France, évidemment, et qu'après, il y avait beaucoup de parents qui demandaient des études spécialisées pour leurs parents, pour leurs enfants, et ensuite, il y avait tant de gens qui se précipitaient qu'on a dû faire un moratoire pour limiter le nombre de personnes se mettant en Wallonie, et ce, malgré les fonds énormes dépensés par le gouvernement, tant pour créer des places que pour, en plus, persuader les gens de rester en France. Or, malheureusement, et je dois dire que c'est un peu inquiétant, le nombre de places, le nombre de personnes handicapées augmente en France et on a du mal à avoir assez de places. Voilà. Alors donc, considérant tout cela avec beaucoup d'attention, notre commission propose la suspension du moratoire sur le nombre de places attribuées aux Françaises et aux Français dans les établissements wallons du handicap, afin d'envisager une réévaluation en tenant compte de la création des nouvelles solutions en France pour qu'aucune personne ne soit laissée sans solution. Ça, c'est difficile. Que les conseillers des Français de l'étranger soient impliqués, notamment à travers un conseil consulaire annuel dédié aux Français en situation de handicap, où seraient invités les représentants des associations et les autorités belges et françaises compétentes, afin de faire le point sur la mise en œuvre de l'accord sur les besoins et les moyens nécessaires. Que les transports des enfants et adultes handicapés résidant en France soient pris en charge par les MDPH, en conformité avec la récente jurisprudence française, et y compris vers des établissements non conventionnés pour enfants. Ça, ils n'aiment pas. Qu'une politique de transfert d'expertise en matière de prise en charge, ainsi que de pédagogie et d'enseignement soit mise en place à travers d'un centre de formation pour les personnels, des enseignants spécialisés et des AESH, et par l'ouverture d'écoles spécialisées en France. Que les obstacles administratifs soient levés, tant au niveau consulaire que sur les remboursements des frais médicaux. Qu'un accord transfrontalier pour le handicap avec les Hauts-de-France et le Grand Est soit conclu pour les Français, Françaises et Belges qui partagent le même bassin de vie. Que les conseillers des Français de Belgique soient associés à ces travaux. Et qu'enfin, que des contrôles réguliers et renforcés soient mis en place sur les établissements accueillant des Français handicapés en Wallonie, en accord avec les recommandations des cours des comptes françaises et belges, afin d'assurer une prise en charge digne et adaptée. C'est tout. Et donc, un sujet au long cours pour la Commission des affaires sociales que nous allons vous présenter avec nos deux rapporteurs, Hugues et Élise, concernant les violences intrafamiliales. Et je sais qu'il y a aussi un travail en commun qui a été commencé avec la Commission de la sécurité. Donc, je passe la parole à Hugues et Élise. Merci, Monsieur le Président. Oui, nous avons participé à une audition conjointe avec la Commission de sécurité et des risques sanitaires. Donc nous avons audité Madame la sénatrice Olivia Richard, ici présente, Madame Hilde Gorgé,
sous-directrice de la protection des droits des personnes, et Monsieur David Ganoulatos, Ganoulatos, pardon, je savais que c'était difficile, j'ai raté, chef du bureau de la protection des mineurs et de la famille. Alors, je vais commencer par un point de vocabulaire sur ce sujet qui est vraiment important. On avait coutume par le passé de parler de violences faites aux femmes et aux enfants. Tous les gens qui travaillent sur le sujet aujourd'hui, maintenant, le vocabulaire utilisé, c'est violences intrafamiliales. Effectivement, ces violences touchent principalement des femmes et des enfants, mais aussi quelques hommes. Ces violences, il y a plusieurs types de violences. On pense souvent aux violences physiques et aux violences sexuelles, mais il y a d'autres violences, du harcèlement moral, de la violence financière aussi, quand un des conjoints n'a pas de revenus et que l'autre ne lui donne rien. Donc il faut bien comprendre que c'est un sujet très difficile. Les points que nous avons abordés lors de cette audition, c'est d'abord la protection et l'assistance aux victimes. Le problème des lois applicables, il est clair que la loi applicable, c'est la loi dans nos pays de résidence, que l'État français peut nous porter assistance, peut aider les victimes, mais dans le cadre du respect de la loi, et que c'est une vraie difficulté. Donc le ministère, les représentants du ministère nous ont présenté leur façon de travailler et leurs équipes. Bon, on a parlé du type de problème, j'en ai parlé, et puis on a abordé le point des structures d'accueil, parce que quand on a une victime, effectivement, l'extraire du lieu où elle est agressée, c'est une chose, mais ensuite il faut la placer dans une structure d'accueil, soit dans le pays de résidence, soit en France. Donc le constat sur ce problème, le premier constat, c'est qu'on n'a pas vraiment de statistiques fiables, on a peu de signalements, il y a encore, c'est difficile pour les victimes de déclarer les faits dont ils sont victimes. Donc ça, c'est un premier problème. Ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, pendant la période du confinement, le nombre de signalements a été très important, et aujourd'hui, on a une baisse importante du nombre de signalements. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus le confinement, ou est-ce que c'est pour une autre raison ? On ne sait pas trop. Le point important que nous a signalé M. Ganoulatos, c'est que dans ce sujet, chaque cas est un cas particulier. On a des gens qui sont français à l'étranger, on a des gens qui sont binationaux, on a des gens qui sont dans des familles recomposées, on a des gens qui sont dans des familles 100% françaises ou binationales. Et chaque fois, du coup, l'application de la loi du pays et l'application de la loi française est un cas particulier. Donc le rôle est vraiment difficile. Et puis un autre aspect quand même qui est important, pendant le confinement, on a eu une recrudescence spectaculaire, donc sur la planche on dit 6000% d'augmentation de pédocriminalité en ligne. Donc des agressions à travers des jeux en ligne, des contacts en ligne, des réseaux sociaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très compliqué à combattre. Et pour extraire les victimes de ce genre de difficultés, c'est compliqué. Très bien. Une résolution sera présentée par la Commission de sécurité et de l'action et des risques sanitaires. Pardon. Donc, nous n'allons pas aller sur leur plate-bande, évidemment. Ce que nous avons décidé de proposer au vote aujourd'hui nous a été inspiré d'une rencontre un peu informelle, un déjeuner que nous avons eu avec une association française qui s'appelle ECVF, élus contre les violences faites aux femmes, et qui font déjà de la formation pour les élus de France métropolitaine et des Outre-mer. Et nous souhaiterions bénéficier de cette formation ou de toute autre formation d'élus éventuellement, parce que là, on serait dans un contexte d'élu à élu,
pour vraiment aussi bien comprendre notre rôle et comment vraiment être ce secours pour nos concitoyens. Il faut bien rappeler que nous ne sommes pas des professionnels, sauf si certains d'entre vous sont des professionnels de l'assistance, mais nous sommes en première ligne. Les consulats, les ambassades ne sont pas toujours joignables tout de suite. Imaginons que ce soit le week-end, ou etc. Et souvent, nous sommes les premiers relais de terrain. Nos concitoyens nous connaissent et arrivent toujours par des moyens à nous contacter. Donc il est important pour nous que nous puissions tous et toutes être formés et savoir répondre à ces situations de détresse. Donc je vous passe les considérants, etc. Vous pourrez les lire. Voilà ce que nous demandons, que les conseillères et les conseillers des Français de l'étranger puissent bénéficier d'une formation dispensée par leur pairs sur le thème des violences intrafamiliales. Ces formations pourront être organisées par une association agréée par l'État, notamment l'association ECVF, reconnue par le ministère de l'Intérieur. Qu'une campagne de communication via une affiche adaptée aux Français de l'étranger avec un numéro en +33 de France Victimes et qu'une campagne de communication digitale soit lancée sur les réseaux sociaux du MEAE. Ça implique aussi les consulats locaux, puisqu'ils ont des pages en général, au sein des établissements de l'AEFE et du réseau éducatif français à l'étranger. Alors, demande de prise de parole très rapide alors. Annie Réa. Merci Madame la Présidente. Je trouve que c'est une excellente initiative. Je me permets simplement de signaler qu'une structure un peu équivalente à ce que vous décrivez existe, qui s'appelle Save You, et qui a mis en place cette écoute, cet accueil et cette redirection, et qui a été faite également avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. C'est pas du tout la même chose. Là, c'est quand les gens viennent à nous. Save You, c'est des personnes qui cherchent de l'assistante et qui trouvent Save You, mais quand on est contacté en tant qu'élu, il faut savoir répondre immédiatement. Il ne faut pas dire « Ah ben je ne sais pas, attendez, je vais voir ». Non, là c'est pour que nous soyons vraiment équipés à être le premier répondant. Comme on dit. Oui, mais ça c'est donc, très bien. Mais je veux dire que Save You est une plateforme qui peut aussi venir en soutien et en accompagnement. Pourquoi pas Il y en a des tonnes, il y en a des Françaises aussi, sur lesquelles on peut accéder du monde entier avec des chats en direct. Donc, mais c'est une structure très précieuse justement pour venir en accompagnement aux conseillers des Français de l'étranger. Oui, quand ça marche. Alors, très rapidement, Madame Gondor. Et ensuite, Gaëlle Lecomte. Merci, moi, je voulais vous remercier de faire ce travail, parce que parfois on est contacté, on n'est pas des professionnels, on en a vraiment besoin. Et dire que l'association ECVF, en tant qu'élu, on peut y adhérer. En tant qu'Assemblée des Français de l'étranger, je ne sais pas, mais il y a énormément de collectivités territoriales qui ont adhéré. Elles font un travail extraordinaire et depuis longtemps. C'est transpartisan, donc c'est intéressant aussi d'avoir des élus de tous les bords qui sont actifs. Donc voilà, merci beaucoup d'être passé par elles et par eux, parce qu'ils font un très très bon travail. Merci Cécilia. Madame Lecomte. Merci. Oui, non, moi je voulais simplement réagir parce qu'il y a un an, il me semble, c'était notre collègue, Sandrine Hulot, que je vois, qui avait fait passer une résolution similaire. Donc comme je vois que vous avez fait cette résolution conjointement avec la commission sécurité, c'était plutôt pour moi pour avoir en fait un update, comme on dit, concernant justement la formation des élus, puisque c'était l'objet de cette résolution. Et j'étais d'ailleurs intervenue en demandant à ce que finalement on puisse la faire courant 2024. Alors du coup, si je peux juste pour essayer de comprendre comment ces deux résolutions se rejoignent. Elles se rejoignent sur qui va faire la formation et les... Tu veux parler ? Oui, et sur le thème des choses abordées, ce que la commission de sécurité et des risques sanitaires aborde, c'est le côté aussi formation via le MEAE. Et là, c'est vraiment le côté élu à élu. Et vraiment, enfin voilà, c'est plutôt... Et
Vas-y, Cécile, si tu veux rajouter. Lève-toi, lève-toi. Voilà, on ne marche pas sur les plates-bandes les uns des autres. Non, mais on s'était accordé, t'inquiète. Non, pas du tout, juste pour préciser un petit peu avec, et je passe sous le contrôle de Sandrine, mais en fait, il y a une démarche d'élu à élu, mais dans le but de sensibiliser à la problématique, qui est un aspect, avec notamment la présentation déjà des mécanismes qui existent, dont la plateforme qu'a mentionné ma collègue. Et dans le côté sécuritaire, on est sur une approche que vient de dire Cécilia, qui est un petit peu différente sur comment nous, en tant qu'élus, qui sommes en première ligne, et ce qu'on va demander à la sécurité, vous le verrez demain, ce sera aussi pour les consuls honoraires, mais aussi pour nos agents consulaires et des agents de droit local, qui sont en première ligne et qui sont parfois en souffrance et qui ne savent pas comment gérer ces situations. Et donc, on est cette approche, en fait, de comment écouter. Voilà, c'est juste ça. Ouais, très bien. Merci. Voilà. Alors simplement sur toutes ces questions, et c'est vrai que nous avions d'ailleurs auditionné l'année dernière les associations qui s'occupent spécifiquement des victimes de violences, à commencer par la plateforme Save You. Et moi je voudrais en profiter parce que j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur ces questions, mais j'ai alerté la commission, je pense qu'il y a une sonnette d'alarme à tirer là. Le rapport des Français établis hors de France est très clair. Et vous vous rappelez le combat que nous avons mené pour faire inscrire dans le rapport des Français établis hors de France le nombre de signalements au sein du réseau consulaire de violences, de victimes de violences conjugales. J'ai les chiffres devant moi. 246 cas signalés en 2022, 109 cas signalés en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé ? La mobilisation, elle est nécessaire pour tout le monde. Elle est nécessaire pour les victimes, elle est nécessaire pour les agents, de façon à ce qu'il y ait en effet une bonne formation de nos agents consulaires, mais aussi de nos agents dans les établissements scolaires, dans les instituts français, partout dans le réseau français à l'étranger, et aussi une mobilisation des élus, parce que nous sommes des acteurs de terrain et nous sommes aussi parfois en rencontre directe de victimes. Donc je pense que tous ces dispositifs se complètent, et comme l'a suggéré avec... spontanément, Cécilia Gondard, on ne l'avait pas mis dans la résolution. On propose donc juste un amendement que, sous réserve des crédits disponibles, l'Assemblée des Français de l'étranger adhère à l'association Élus contre les violences faites aux femmes. Qui vote contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Et donc, on se retrouve pour les assises de la protection sociale en mars 2025. On va enchaîner très rapidement. On peut faire une mini pause café le temps que la commission de l'enseignement, des affaires culturelles, de l'audiovisuel extérieur et de la francophonie s'installe à la tribune. Merci. Super. Bravo.